Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier du Reich par Hindenburg, à l'issue d'une manœuvre parlementaire. À l'orée du règne du Führer, dont peu de chancelleries mesurent la menace, André-François Poncet, ambassadeur de France à Berlin, livre à travers les dépêches et télégrammes qu'il adresse chaque jour au Quai d'Orsay un regard lucide sur les événements. Cet agrégé d'allemand a fait partie des services de renseignement français durant la Première Guerre mondiale, avant d'entrer en politique au centre droit. Plusieurs fois ministre, il a été nommé ambassadeur de France à Berlin en 1931, de 1933 à son départ en 1938. Après les accords de Munich, il ne cesse d'alerter, au fil de sa correspondance, sur un régime dont il a su cerner la vraie nature. S'il est alors peu écouté par les autorités politiques, la publication de sa correspondance durant la drôle de guerre lui vaut d'être arrêté par les nazis en 1943. Il est interné durant 2 ans aux côtés d'autres figures républicaines. La 4e République rend hommage à sa perspicacité, en faisant de lui son premier ambassadeur en Allemagne fédérale de 1949 à 1955. La correspondance d'André-François Poncet est conservée à Nantes, au Centre des archives diplomatiques, au sein du fonds de l'ambassade de France à Berlin. Berlin, 9 février 1933. Monsieur André-François Poncet, ambassadeur de la République française à Berlin, à son Excellence Monsieur Paul Boncourt, président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. J'ai fait hier soir, au dîner que le président du Reich offre chaque année au corps diplomatique berlinois, la connaissance personnelle de M. Adolf Hitler. C'était la première fois que je le voyais. J'ai pu l'observer de près et m'entretenir avec lui. À table, je me trouvais assis en face de lui. M. Hitler m'est apparu comme un homme de taille moyenne et d'aspect effacé. Sa figure n'a pas de traits fortement marqués, elle est d'ailleurs moins celle d'un ouvrier affiné que d'un paysan dégrossi. Il est dépourvu de prestige physique. Son visage est légèrement bouffi, un peu couperosé. Ses yeux noirs assez éclatants ont un regard fixe et sombre où passe parfois une lueur trouble qui leur donne une expression impérieuse et passionnée. À certains moments, ils paraissent au contraire inquiets et rusés, comme s'ils redoutaient un péril, cherchaient une aide et méditaient en même temps une parade ou une fuite. À d'autres instants, enfin, les yeux deviennent rieurs. Ils semblent empreints de bonhomie et d'humour. On pourrait croire que M. Hitler, dont la mèche noire tombant sur le front et la moustache coupée ras ont quelque chose de comique, va se lever et chanter une romance sentimentale. Il a une voix de poitrine profonde. Il roule les airs. Sa façon de parler est rude et presque paysanne. Dans l'ensemble, sa personne reste terne et médiocre. En outre, il manque visiblement d'aisance et d'usage. Il se surveille avec un mélange d'orgueil et de timidité. Enfin, lorsqu'on songe à la physionomie et à la conversation de M. Mussolini, on ne peut manquer d'être frappé par la distance qui sépare les deux hommes. Autant on conçoit que Mussolini puisse fasciner un peuple ou séduire une assemblée, autant on a de peine à imaginer qu'une nation comme l'Allemagne ait pu se mettre à la remorque d'un homme comme le nouveau chancelier. Hitler est tout au plus un Mussolini de village. Et pour les Français, ce sera toujours un sujet d'étonnement que sa réputation ait pu s'étendre au-delà d'un petit cercle local.